Ainsi donc, la maison communale, également appelée la Violette, avait été sérieusement endommagée par les bombardements en 1691. Et le moment semble venu de nous intéresser à cette antique bâtisse qui trône depuis toujours sur la face sud de la place du marché. C'était au Moyen-Âge une grosse maison bourgeoise, frappée au-dessus de son entrée d'une violette en pierre, d'où son nom, c'est du moins l'explication courante des historiens. Elle fut choisie en raison de cet emplacement névralgique, en face du perron, là où se déroulaient les moments clés de la vie communale. Cette maison servait aux réunions du conseil, autour du bourgmestre, et sur ses murs étaient affichées les décisions les plus importantes. Inutile de rappeler les innombrables tragédies auxquelles l'édifice servit de toile de fond. Cette maison communale du Moyen-Âge n'est pas celle que nous apercevons aujourd'hui. Très juste, il y en eut plusieurs versions au gré des destructions et des catastrophes qui ponctuèrent la vie de notre cité. Et j'imagine qu'une de ces versions fut détruite par le Téméraire avec le reste de la cité en 1468. Absolument. Alors une autre maison communale surgit sur le même emplacement, achevée en 1498. Elle devait ressembler à cette reconstitution proposée en 1905 dans le palais de l'Art ancien sur l'île de la Bovary. Non loin de la reconstitution de la cathédrale Saint-Lambert. Absolument. Alors ces façades en plâtre destinées à une vie éphémère étaient le clou de l'exposition universelle organisée alors à Liège. Elles permettaient aux promeneurs de voir à quoi ressemblaient les grands monuments de la cité autrefois. C'est cette version gothique de la maison communale qui fut détruite par les boulets du maréchal de Boufflers en 1691. Comme on l'a dit, la ville sortit épuisée des guerres de Louis XIV, et si de nombreuses habitations privées furent rapidement reconstruites, il fallut attendre 1714 pour voir le chantier d'une 4e reconstruction enfin financé. Cette reconstruction fut achevée en partie pour une première réunion du conseil communal en juin 1718, sous la présidence des 2 bourgmestres de Loyer et Liverlot, ainsi que l'indique un millésime sur le linteau, également orné des armoiries du prince-évêque Joseph Clément de Bavière, alors en charge de la cité. Au Grand Curtius, un grand tableau à l'huile de 1718 donne à voir l'entrée en fonction de ces 2 bourgmestres. Cette version du XVIIIe siècle est celle qu'on peut voir aujourd'hui. Absolument. Mais précisons que les derniers travaux de la Violette ne s'achevèrent qu'en 1729. Et le bâtiment qu'on admire aujourd'hui, c'est la dernière version. C'est ça, la 3e et dernière version. Il y a eu celle du Moyen-Âge détruite par le Téméraire, celle d'après le Téméraire détruite par les Français, puis alors la 3e version que nous admirons maintenant. Le bâtiment appartient à présent au patrimoine immobilier exceptionnel de la région wallonne. Le maître d'œuvre était Guillaume d'Auberat, architecte français qui travaillait sur les plans de l'ingénieur Sartaud, conçu quelques années auparavant. Sartaud s'était détourné du style gothique pour concevoir un bâtiment de style baroque, teinté de classicisme, en briques et pierre calcaire, sur un plan en U. D'ailleurs, voici le bâtiment vu à l'arrière, avec 2 ailes entourant une cour d'honneur, elle-même entourée d'une grille en fer forgé. Elle mène à un escalier en fer à cheval qui conduit directement au premier étage. C'est par là qu'entrent et sortent les mariages célébrés à l'hôtel de ville.
L'ensemble du bâtiment est donc bien celui que nous admirons aujourd'hui, comme le montre cette gravure peinte en 1738. Seules des modifications mineures ont été apportées. Une petite remarque en passant. S'il apparaît au XXIe siècle en briques peintes en rouge, c'est pour adhérer à notre représentation actuelle de l'architecture mosane, car le bâtiment n'a jamais eu cette couleur, comme on le voit ici en 1890 avec sa façade jaune sable. Il a finalement subi peu de dommages au cours de ces 3 siècles d'existence, dont un incendie qui détruisit une partie du premier étage en 1777. Il traversa sans trop d'encombre l'histoire mouvementée de la Révolution, quand notamment les insurgés arrachèrent les enseignes princières de la façade. À l'intérieur, c'est la classe. Oui, alors là, on se trouve dans la salle des pas perdus au premier étage, dans laquelle on entre par l'avant ou l'arrière de la maison communale et qui distribue le public dans toutes les autres salles. Et en 300 ans, le grand vestibule, il a beaucoup changé. Non, pas tellement. Il a été restauré en 2014, mais il ressemble assez à ce qu'il était au temps de sa construction. Meublé d'ailleurs, dans le respect du style de son époque. On peut visiter le 2e étage, où se trouvent les salles où se réunit le collège des échevins. Visite possible pour autant que les échevins n'y soient pas. Les célèbres Atlantes en chêne sculpté, supportant le balcon du 2e étage, sont là depuis le début. Ainsi que les bustes de femmes, œuvres de Jean Delcourt, qui ornaient initialement les colonnes du perron. Je ne voudrais pas polémiquer, mais Dis toujours. il faudrait absolument enlever cette plaque nauséabonde. Du moins changer le texte. Ah bon, quelle plaque? Cette plaque qui célèbre les soldats morts pour civiliser le Congo et dont le contenu polémique n'a pas l'air de choquer nos concitoyens de couleur. Civiliser le Congo, plutôt anachronique comme expression. Anachronique,
Ça pue l'expo coloniale de grand-papa, oui.